certains ont peut-être entendu parler. Et non des moindres, elle est apparue il y a quelques années dans un documentaire sur Tolkien, un documentaire de Simon Baquès qui s'appelle Tolkien, des mots et des mots. Je lui laisse la parole. Merci à Tolkien Deal d'organiser ce colloque. Quand l'appel à communication a été fait, moi j'ai répondu super spontanément. J'ai envoyé un titre, paf, Túrin et Éowyn, figure du désespoir ou le fardeau de faire seul, et un pitch. J'ai été acceptée. Puis quand j'ai commencé de travailler sur la conférence, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai essayé de dire en fait? Pourquoi ces mots sont sortis de ma bouche? Et j'ai commencé à faire des tas de brouillons avec des idées que j'ai crash-testé essentiellement avec mes amis de la Compagnie du Dragon Vert pendant tout un week-end. Audrey pour en témoigner. Et je me suis aperçue que les idées que j'essayais de défendre, mes amis ne les reconnaissaient pas forcément parce que quand on lit un livre, on augmente le texte avec nos propres perceptions, on y donne de la profondeur et du coup chacun voit un peu midi à sa porte. Et je me suis dit, si je cherche à comprendre ce que j'ai voulu dire à partir de ma propre tête, ça ne marchera pas. Il faut que je revienne au texte avec une posture neutre en partant du principe que les personnages d'Éowyn et de Túrin, moi je m'y suis beaucoup identifiée. Et si le texte a eu cet effet sur moi, c'est parce qu'il a appuyé sur des cordes sensibles et que donc il y a bien quelque chose dans le texte qui m'a évoqué toutes ces idées qui étaient un peu nébuleuses au moment où j'ai proposé cette conférence, et que le fait de revenir vraiment au texte allait quelque part me permettre de comprendre ce que j'avais voulu dire. Alors je suis bien contente parce que c'est ça qui s'est passé, sinon on serait bien embêté aujourd'hui. Je suis partie, non pas du Silmarillion dans cette fantastique édition 1984 avec des illustrations d'un goût contestable, mais de l'édition très agréable de Christopher Tolkien des enfants de Húrin, qui est beaucoup plus visible, j'ai envie de dire. Et je suis partie de l'anglais pour rester vraiment au plus près des mots de Tolkien, pour que le vocabulaire, quelque part, vienne catalyser mes idées sans passer par le fil de la traduction. Mais du coup, c'était assez logique que pour la partie Seigneur des Anneaux, j'allais aussi partir de l'anglais. Et du coup, toutes les citations que vous allez voir dans le PowerPoint qui accompagne cette conférence, il n'y aura que des extraits de texte et ils seront tous en anglais. Et vous pouvez suivre la conférence en ne regardant pas du tout les slides si vous voulez. Elles sont vraiment uniquement à but d'illustration. Et toutes les illustrations seront à la vie. Alors, Éowyn et Túrin, figure du désespoir. Déjà, beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi rapprocher ces deux personnages-là? Finalement, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Surtout qu'ils viennent de deux livres qui se passent avec un intervalle temporel assez énorme entre les deux. Et du coup, je vais commencer par vous parler de ce que j'ai trouvé de commun entre eux. Ça va être... alors, j'ai pas vraiment séparé ma première et ma deuxième partie parce que je voulais une évolution logique, une espèce de glissement tout au long de la conférence. Mais les trois premières parties vont vraiment s'orienter sur les ressemblances entre les deux personnages. Déjà, en fait, dans toute l'œuvre de Tolkien, moi je connais pas d'autres personnages qui soient aussi fortement caractérisés par leur désespoir. On a deux enfants issus de familles royales qui sont soit déjà tombés, soit en train de tomber. Pour ce qui est de la Maison d'Éor, la chute n'aura pas lieu, mais au moment où on rencontre Éowyn, le risque est quand même encore bien présent. Chez Túrin, comme on sait, son père est parti avec l'armée de Dor-lómin à la bataille de Mirnaef à Noédia, où quasiment tout le monde a été massacré. La seule armée qui s'est échappée, c'était celle de Turgon, grâce à l'héroïsme de Húrin et de son frère Huor. Et suite à ça, le pays de Dor-lómin est envahi par les Orientaux, qui sont en fait les sbires de Morgoth, et on leur donne comme prix de leur collaboration à la victoire de Mirnaef, la victoire des Nils, évidemment. Donc pour Túrin, la chute elle est assez claire. Pour Éowyn, on n'y est pas encore. Mais on a deux personnes qui sont dans des positions plus ou moins d'héritiers. Alors pour Túrin, c'est complètement l'héritier de Húrin, son père, puisque c'est son fils. Pour Éowyn, Théodred, le fils du roi Théoden, étant mort, la succession passe plutôt à Éomer, parce que c'est lui l'héritier mâle.
Mais il y a un peu l'idée que c'est un peu eux, les deux derniers enfants royaux de la famille, et en fait ils ont un lourd fardeau sur leurs épaules. Et donc ces deux personnages, Turin et Éowyn, quasiment dès le départ, ils se sentent une très forte responsabilité vis-à-vis de leur royaume, vis-à-vis de leur famille, très très fortement, et vis-à-vis de leur peuple. Quand Húrin disparaît à Myrnaeth Arnoediad, Turin il a 9 ans. Donc il est extrêmement jeune. Et déjà, il pense au devenir de sa mère, qu'il l'envoie en sécurité à Doriath et il se demande ce qu'elle va devenir, il aimerait la protéger. Et pour le rôle d'un enfant de 9 ans, c'est très très écrasant. Donc on a deux personnes qui endossent de leur propre chef la responsabilité de quelque chose où en fait ils ne peuvent pas faire grand chose, ils sont relativement impuissants. Déjà face à Morgoth on est assez naturellement très impuissant. Et Éowyn, finalement, la maison d'Éorl qui est en train de tomber en décrépitude, par elle seule, elle ne peut pas non plus faire grand chose. On a ces deux personnes qui sont marquées par des failles, des blessures par lesquelles le mal avec un grand M va s'insinuer. Alors la première faille, c'est vraiment le chagrin. Et chez Turin, le chagrin, il arrive même avant la malédiction de Morgoth, puisqu'il perd sa jeune sœur, Urwen Lalaith, dans une épidémie de peste qui balaye Dor-Lómin. Lui-même, il est malade, sauf que lui, il survit, et quand il se réveille, il demande à sa mère « Où est ma sœur ?» Et sa mère lui dit que sa sœur est morte, sans plus d'embâge, et son nom ne sera plus jamais prononcé dans la maisonnée. Et en fait, aucun de ses parents ne l'aide à faire son deuil. Il pleure tout seul la nuit, il n'y aura aucun accompagnement pour son chagrin, et à ce moment-là de l'histoire, il a 5 ans. Donc ça le marque très très fortement dès le départ. Il y a vraiment une tristesse, un chagrin dans son cœur dès le début. Bon, pour Éowyn, j'ai mis cette citation parce que je l'ai trouvée tellement parallèle avec celle de Turin qui cache son chagrin la nuit et n'en parle à personne. Pour Éowyn, le chagrin, c'est de voir son oncle tomber dans une espèce de décrépitude et de gâtisme. Et elle a été bercée de hauts faits toute sa jeunesse. On est la maison d'Éorl, on a entre guillemets un sans ligne à tenir. Et mon oncle est en train de chuter, mon cousin est mort à la bataille des Gelvisen. Donc elle aussi, il y a vraiment une tristesse vis-à-vis de sa situation. Et le deuxième trait qui les marque, c'est la fierté. Ils ont tous les deux très très fortement conscience d'être issus d'une maison royale qui a accompli de grandes choses. Et non seulement ils sont heurtés et affectés par les épreuves qui leur arrivent, mais surtout ils le prennent personnellement et ils le prennent très mal. Il y a vraiment une sensation d'injustice de « ça ne devrait pas se passer comme ça, on nous fait du tort ». Et d'ailleurs ce sera très clair pour Turin, puisque l'un des noms d'emprunt qu'il utilise pour cacher son identité, c'est Nathan, the wronged, celui à qui on a fait tort. Donc chez Turin, c'est très très clair que pour lui, ce qui lui arrive, non seulement c'est épouvantable, mais c'est très injuste. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie « Le poison va là où il est bienvenu ». C'est une citation de Terry Pratchett, un auteur de fantasy qui a échangé une lettre avec Tolkien d'ailleurs. L'idée, c'est que il y a la malédiction de Morgoth, d'un côté, il y a le maléfice de Saruman communiqué par Grima dans le foyer de Théoden et Éowyn, et ces deux formes de magie négative, elles n'arrivent pas au milieu de rien, elles arrivent dans un contexte sur des héros qui sont déjà affaiblis, qui ont déjà des blessures par lesquelles ce poison peut s'insinuer. Alors, évidemment, pour ce qui est de la malédiction de Morgoth, c'est contre Húrin qu'elle est prononcée. Donc, Húrin a été pris vivant à la bataille de Myrnaeth Arnoediad, après avoir résisté à couper les bras des orques qui l'attaquaient, et il était absolument indestructible. Et parce que Morgoth n'arrive pas à le briser, qu'il n'arrive pas à le courber, que Húrin lui dit « de toute façon, tu n'es pas le souverain de ce monde, au-delà des cercles, il y a de l'espoir », Morgoth, quelque part, se venge et fait « ah ouais ?» Et bien, puisque c'est comme ça, je vais te priver d'espoir. Toi et toute ta famille, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il l'enchaîne au Fangolodrim et qu'il lui impose de voir la chute du Beleriand à travers ses propres yeux. Donc on a une vision de pessimisme absolument absolue, absolument absolue, absolument totale.
Et la deuxième chose, c'est qu'il dit à Ourine, la chute de ta maison, elle va venir pour ta femme et tes enfants de leurs propres actions, de leurs propres paroles et de leurs propres choix. C'est-à-dire, ils vont être les artisans de leur propre chute. Donc ça, c'est vraiment absolument épouvantable, parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas échapper à la malédiction, parce qu'ils ne peuvent pas échapper à eux-mêmes. Donc déjà, par rapport à mon titre, le fardeau de faire seul, côté Tourine, on a vraiment des gens qui se retrouvent absolument seuls face à leur destin parce qu'ils sont enfermés dans quelque chose dont, quelque part, ils sont les auteurs ou les artisans bien malgré eux. Je me suis perdue. Et pour Éowyn, l'idée c'est que ce qui arrive dans sa maison, elle va le voir à travers les mots de Grima. Et on sait que Grima la suivait un peu comme une ombre, un peu comme une âme damnée, qu'elle était toujours là derrière elle, et que si le roi en tombait, Saruman lui avait promis Éowyn comme récompense pour ses agissements. Donc elle aussi, finalement, elle s'enferme et elle n'a plus accès à une vision de sa situation autre que celle que lui propose Grima. Donc on a deux personnages qui sont très fiers, et du fait qu'ils sont fiers, ils vont chercher à s'extraire de leurs conditions, à redresser la situation où ils se trouvent, et comme ils se sentent floués, comme ils ont l'impression qu'on leur fait tort, et que leur orgueil, leur fierté est blessé, et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'agir pour recouvrer leur dignité, recouvrer quelque part la valeur et l'estime auxquelles ils pensent avoir droit. Ça se voit énormément avec Éowyn parce qu'on a l'impression qu'elle cherche à convaincre les autres de sa valeur, mais on a aussi beaucoup l'impression que c'est elle-même qu'elle cherche à convaincre, peut-être avant tout le monde. Et donc ça va faire l'objet de ma deuxième partie. Donc Éowyn, les actions qu'elle va faire pour retrouver sa dignité, c'est essentiellement je veux accomplir quelque chose, je veux faire un fait d'armes digne qu'on s'en rappelle, je veux être active. Parce qu'en fait, malheureusement, sa condition de femme veut qu'elle veille sur son ombre et qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Et Homer, au moins, c'est un soldat, il peut sortir, il a des chevaux, il peut prendre un petit peu l'air et se sortir la tête de cette maison empoisonnée où elle vit, elle ne peut pas. Et elle le vit très très mal parce qu'elle sait très bien que par rapport à son frère, elle a la même force, elle a les mêmes capacités, mais sa condition l'en empêche, et ça aussi, elle a vraiment l'impression que c'est un tort qu'on lui fait, et elle se sent un peu seule face quasiment à sa vie parce qu'elle ne peut pas changer le fait d'être une femme. Elle va aussi rechercher à retrouver sa dignité en espérant se faire aimer d'un homme qui serait véritablement haut et puissant, Aragorn. Mais Aragorn, outre le fait qu'il est déjà fiancé à Arwen, il voit très bien que ce qu'elle poursuit, c'est une ombre et une pensée, et que c'est pas lui qu'elle aime, mais qu'elle cherche un échappatoire à la condition où elle se trouve enfermée. Côté Thorin, lui, il sait qu'il ne peut pas vaincre Morgoth. Par contre, il cherche à lui faire le plus de mal possible, à harceler les troupes d'orques qui déferlent sur le Beleriand. Et derrière ce qui motive Thorin, il y a un peu une idée de juste pratiquement faire sortir sa colère et se venger. Et du coup, les actions qu'il entreprend sont assez irréfléchies et assez entêtées. Il ne cherche pas à défendre des gens contre Morgoth. Il cherche à nuire à Morgoth par tous les moyens possibles et imaginables. Et à cause de ça, en fait, il va faire un certain nombre d'erreurs qui va déjà l'amener à se révéler, y compris quand il cherche à se cacher. Parce qu'il met le nom du dragon, qui est quand même très reconnaissable. Il utilise la noire épée, Anglachel, du coup tout le monde sait qui il est, alors qu'il va encore dire non, c'est pas moi, regarde, j'ai un pseudonyme. Il ne réfléchit pas du tout aux implications de ses actes vis-à-vis des gens qui l'entourent. L'épisode le plus caractéristique, c'est quand il retourne à Dor-lómin, parce qu'il ne sait pas que sa mère est partie à Doriath depuis, il espère la retrouver. Et il s'aperçoit que sa maisonnée a été prise par les Orientaux, que le chef est devenu un certain Broda, qui a pris pour femme de force une parente de sa mère qui s'appelle Aeryn, et il rentre dans la maison en plein banquet, il insulte Broda, il le tue, il déclenche une bagarre générale, et sa parente Aeryn lui dit « On a réussi à secourir les restes du peuple de Dor-lómin à force de patience, à force de subtilité, tu viens de tout faire voler en éclats, et maintenant en fait on va tous être passés par le fil de l'épée,
à cause de ton intervention, donc fuis, parce que pour nous c'est fini. Et elle met le feu à sa maison, et on sait qu'elle reste dans la maison pour brûler avec. Donc chez Tourine, il n'y a vraiment pas la recherche d'un bien qu'on pourrait extraire pour autrui dans la lutte contre Morgoth. C'est vraiment, Morgoth m'a fait du tort, je veux m'extraire de cette situation qui me paraît insoutenable, et du coup je fais tout ce que je peux en réfléchissant finalement un peu jamais. Donc ces moyens extérieurs qu'ils utilisent échouent complètement en fait à apaiser et leur chagrin et leur sensation d'avoir été floués, parce qu'en fait ils utilisent des moyens extérieurs pour se débattre contre un problème qui est vraiment à l'intérieur d'eux. Et plus ils essayent des choses qui échouent, plus ils ont l'impression de se trouver en but à des circonstances, une vie, un destin qui leur dit toujours non, qui ne collaborent jamais avec leur visée, avec leurs intentions. Et c'est aussi un petit peu ça que je mettais derrière l'idée du fardeau de faire seul, c'est quand la vie ne collabore plus avec vous, vous vous retrouvez enfermé sur vous-même et vous avez vraiment l'impression de n'avoir que vos propres forces et de devoir faire tout à la force du poignet sans que la vie vous aide. D'ailleurs, même quand les deux vainquent un ennemi largement au-delà de leur stature, le roi sorcier pour Éowyn et le dragon Glaurung pour Túrin, ça résout rien en fait. Éowyn, elle se réveille aux maisons de guérison, elle est toujours aussi désespérée et elle a perdu son oncle. Et le pauvre Túrin, quand il se réveille, il apprend que le dragon a révélé à sa sœur, à sa femme, à son épouse, son identité de sœur. Et quelques heures après sa victoire, il se suicide et il la suit dans la tombe. Donc cette victoire ne lui profite absolument pas. Voir le monde par les yeux de l'ennemi, il y a le pessimisme dont on vient de parler, mais il y a aussi le fait que la malédiction de Morgoth ou le maléfice de Saruman, il passe par le fait d'empêcher de se relier au monde, d'empêcher de se relier aux autres qui peuvent vouloir nous aider, on va en parler, ça c'est pour Túrin, et d'empêcher de se relier aux rayons de soleil et aux événements positifs qui jalonnent notre parcours. Ça c'est plutôt pour Éowyn. Donc Éowyn, elle est très affligée par la maladie et la déchéance de son oncle, mais quand Gandalf le guérit, quand il décide de prendre ses responsabilités de roi Dron et partir à la bataille du gouffre de Helm et qu'il revient victorieux, elle va pas mieux, ça change absolument rien pour elle. Et elle recherche toujours l'amour d'Aragorn à ce moment-là comme solution à son impression de chute ou de perte de dignité. Et quand il la rejette, qu'il lui dit non, pour elle, c'est clair, la vie n'a plus rien à lui offrir. Ce qui est quand même sacrément bizarre, puisque Théoden vient de la nommer régente, pour que si jamais la bataille du champ du Pelennor était un désastre, elle va se retrouver à être finalement le dernier rempart pour le peuple du Rohan contre l'ennemi. Donc c'est pas une mission anodine en fait qu'on lui confie. Et quand Théoden la lui confie, il y a vraiment de l'estime, de la confiance et de l'affection dans ce geste, mais pour elle, ça ne compte pas du tout. Parce qu'elle part du principe qu'elle doit redorer son blason de ses propres mains, et du coup, elle abandonne son poste de manière totale pour aller chercher une mort honorable au Pelennor. Côté Túrin, de l'affection, de l'amitié, du soutien, de l'aide, en fait, on lui en a proposé énormément. Il y a quand même Thingol, Adoriath, il l'adopte comme son fils. Enfin, c'est littéralement du jamais vu pour un humain chez des elfes, c'est une marque d'estime absolument incroyable. Il y a la jeune elfe Nellas qui veille sur lui à Doriath. Il y a l'amitié complètement indéfectible de Beleg, jusqu'à la mort. Il y a Gwyndor qui le secourt, qui l'emmène à Nargothrond. À Nargothrond, il devient quasiment le premier conseiller du roi Orodas, ce qui là encore est complètement invraisemblable, c'est juste un humain, ça ne devrait pas se produire comme ça. La fille du roi, Finduilas, tombe amoureuse de lui, il s'en rend à peine compte ou pas du tout compte. Et donc tout le long, à chaque fois que quelqu'un se tourne vers lui pour lui apporter de l'aide, du secours, de la compréhension, il rejette complètement ça. Et d'ailleurs, quand Beleg lui fait savoir qu'il peut rentrer à Doriath et que le roi va lui pardonner, il a trop de fierté et il rejette complètement cette proposition, un peu comme si c'était
moi je dois affronter la noirceur absolument horrible de mon destin, je dois le faire de mes propres mains. Un de mes amis avait dit que Turing était un dark emo. Je suis assez d'accord. Et finalement, la seule personne à qui il va réussir à s'ouvrir, ben c'est ça qui est terrible, c'est son épouse Miniel, qui est en fait sa sœur. Et donc la seule personne à qui il s'ouvre, ben ça va être un peu la personne qui, sans le vouloir, va parachever la malédiction de Morgoth, puisque c'est à cause de ça qu'ils vont se suicider tous les deux. Alors, là on vient de parler des ressemblances entre Turing et Éowyn. Il y a quand même des différences qui sont assez considérables, dans le sens où Turing, c'est un personnage du Silmarillion. Le Silmarillion, c'est le récit inexorable d'une chute qui doit avoir lieu, c'est-à-dire Morgoth est un ennemi qu'on ne peut pas vaincre. Le Beleriand va plus ou moins tomber en totalité, et le seul espoir qui reste est prophétisé par Tuor lors de la bataille de Nirnaeth à Noédiad, où il dit à Turgon, avec les yeux de la mort, que de sa maison et de celle de Turgon viendra l'espoir. Ça, c'est l'idée de Tuor, Idril et leur fils Eärendil. Mais en fait, le Silmarillion, c'est le récit d'une chute. Donc on a un impératif narratif dans lequel Turing s'inscrit, qui est tout ce qui peut aller mal, ira mal. D'autant plus qu'il est maudit et que la malédiction de Morgoth l'utilise lui-même et ses proches. Donc, quelque part, à la fois le dessin, si on se place d'un point de vue interne, et l'impératif narratif veulent que Turing doit tomber, il n'y a pas d'autre issue possible, et Tolkien l'a écrit comme un personnage tragique, qui est beaucoup inspiré du héros finnois Kullervo, de l'épopée de Kalevala. Et Kullervo, il est très violent, très irréfléchi, il viole sa sœur sans la reconnaître, et il se suicide. Donc pour Turing, j'ai envie de dire, les dés sont jetés. Alors que Éowyn, elle appartient au récit du Seigneur des Anneaux, qui est un récit de guérison, un récit de consolation, une histoire où on va boucler les boucles de tout ce qui a été mis en branle au Premier Âge pour le conclure en extrayant le maximum de bienfaits pour toutes les parties concernées. Et donc là, on a un impératif narratif qui est tout ce qui en apparence va mal doit se solder par du bien et doit amener et contribuer à la chute de Sauron, quoi qu'il arrive. Alors ça se voit tout particulièrement parce que celui qui détruit Manos, c'est pas Frodon, c'est Gollum. Et chez Éowyn, c'est particulièrement clair puisque elle fait un abandon de poste, ce qui n'est pas génial. Elle va chercher une mort honorable au Pélénor. Grâce à ça, elle affronte et elle vainc, avec l'aide de Merry, le roi sorcier de Morgul que personne d'autre ne pouvait vaincre. Ça avait été prophétisé par Glorfindel. Gandalf, quand il défend Minas Tirith, il n'arrive pas à écarter le roi sorcier, la ville est en train d'être saccagée. Donc heureusement qu'Éowyn a eu des pensées suicidaires et qu'elle est venue au Pélénor, parce que sinon on aurait été bien traité. Et grâce au fait qu'elle est blessée dans cette bataille-là, elle va aux maisons de guérison où elle rencontre Faramir qui sera le catalyseur de sa propre guérison. Donc, tout ce qui va mal dans le Seigneur des Anneaux, c'est pour qu'à la fin ça aille bien. Donc on a deux impératifs narratifs qui vont vraiment dans des directions complètement opposées pour ces deux personnages, même s'ils ont beaucoup de traits communs et que les champs lexicaux qui sont utilisés pour les décrire sont très très proches. Éowyn, elle est comparée à une lame d'acier, à une fleur gelée, à quelqu'un qui est touché par un givre. Mais en fait, c'est des mots qui sont beaucoup utilisés pour décrire Morwen, la mère de Turing, qui est très fière, très digne, qui gère tous les malheurs qu'elle rencontre par vraiment le silence et qui se drape dans une espèce de dignité outrée. Donc il y a aussi une ressemblance entre Éowyn et Morwen. Si j'ai le temps à la fin, je vous donnerai un petit pépite sur ça. La guérison d'un désespoir chez Tolkien, ça vient du fait qu'on est capable de sortir de soi-même et de s'ouvrir au monde et à autrui et de sortir de cette vision qu'on a par les yeux de l'ennemi pour regarder le monde sans filtre. Éowyn, elle est assez lucide
pour avoir des sursauts de retour à elle-même dans les moments qui sont les plus critiques. Par exemple, quand elle s'oppose au roi sorcier de Morgul, c'est pas pour faire un fait d'armes digne d'être chanté, c'est parce que son oncle, qu'elle aime, est en danger de mort et qu'elle veut le défendre. Donc à ce moment-là, elle redevient elle-même, elle fait les choses, on va dire, d'une manière authentique et pas pour chercher à fuir son chagrin ou fuir son orgueil blessé. De la même façon, quand elle rencontre Faramir, elle va être capable de reconnaître la vérité dans ce qu'il lui dit. Même si au début, ça lui prend un peu de temps, au début elle le refuse, mais quand il lui dit ne m'aimez-vous pas, elle commence à dire ouais, si, en fait, oui, et je le reconnais moi-même. Tourin aussi, il a eu un sursaut de lucidité et de retour à des sentiments authentiques. Parce que quand il voit Glaurung qui avance à travers la plaine jusqu'à la forêt de Brythil, il se dit que c'est le moment où il doit faire face à son destin. Et c'est le seul moment de toute son histoire où il arrête de fuir, il arrête de cacher son nom, il arrête d'agir dans l'ombre et il dit il faut que j'y aille et peu importe ce qui va se passer, je sens que mon destin m'appelle. Et à ce moment-là, il ne le fait pas pour nuire à Morgoth. Il le fait pour défendre sa femme Miniel et le petit village de Brythil qui était devenu leur foyer. Donc en fait, il le fait complètement par amour. Et je pense, bon voilà, je ne peux pas parler à la place de l'auteur parce que je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que dans l'intention de Tolkien, si ces deux personnages arrivent à vaincre un ennemi qui est invraisemblablement puissant comparé à eux, c'est parce qu'en fait, ils sont habités par l'amour. Et que dans le conte d'Arda, là c'est un peu les moments de Deus Ex Machina, il se passe des choses qui normalement ne pourraient pas se passer, et à mon avis c'est le même phénomène qu'on a quand Beren prend un Silmaril à la couronne de Morgoth, c'est par amour pour Lúthien et finalement pour aucune autre raison. Et ben voilà, j'ai été trop vite. Donc néanmoins, quand Éowyn se réveille aux maisons de guérison, elle est toujours sur le coup du désespoir, et ce qui est intéressant, c'est que Faramir ne sauve pas Éowyn. En fait, il lui fait comprendre quelque chose qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, et il lui montre que sa quête de gloire, de hauts faits, où elle cherche à s'élever au-dessus des choses mesquines qui rampent sur la terre, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est une course pour une chimère et qu'en fait ça l'amènera jamais nulle part, et il lui explique que lui il l'aime non pas parce qu'elle est devenue naissance, non pas parce qu'elle vient d'abattre le roi sorcier, mais il l'aime en elle-même et pour elle-même. Et à ce moment-là, elle reconnaît la vérité en dehors d'elle-même et elle pose son fardeau. Elle décide que cette course à la gloire, qui était pour elle le seul moyen envisageable de s'extraire de sa condition, c'est fini. Maintenant elle peut s'ouvrir aux autres, et que l'extérieur a quelque chose à lui apporter, et elle s'ouvre à une version du bonheur à laquelle elle avait absolument jamais pensé avant. Et donc en conclusion, je dirais que si Éowyn elle a pu sortir de son désespoir, c'est parce qu'elle a fait usage de son libre arbitre. Elle a senti une résonance entre quelque chose qu'elle avait au fond d'elle et quelque chose qui lui vient de l'extérieur et qu'on lui dit, et du coup, elle sort de son doom and gloom. Et malheureusement, Tourin, il n'a pas la possibilité d'utiliser cette forme de libre arbitre parce qu'il est maudit et qu'en fait, la malédiction de Morgoth lui retire ça et lui impose un pessimisme dont il ne peut pas s'extraire. C'est pour ça que tout au long du récit, à chaque bifurcation où il aurait pu faire des choix différents, il est obligé d'aller jusqu'à sa fin. Dans Children of Húrin, tel que édité par Christopher Tolkien, il n'y a pas de consolation pour Túrin. Il va mourir dans le désespoir le plus complet, comme l'avait prévu Morgoth pour lui, et il n'y a que dans les contes perdus où il y a une forme de justice qui lui est donnée, puisqu'il est prophétisé qu'à Dagor Dagorath, la grande bataille où Morgoth reviendra affronter les Valar, ceux qui vont le jeter à bas de manière définitive, c'est le Vala Tulkat, et c'est Túrin Turambar revenu d'entre les morts. Et ma petite pépite que j'ai le temps de vous donner parce que il me reste 36 secondes. Je ne sais pas si c'était intentionnel chez Tolkien et ça
peut ne pas l'être parce qu'au Gondor, on réutilise beaucoup des prénoms glorieux et anciens, mais dans les appendices du Seigneur des Anneaux, Éowyn, elle est écrite comme ne ressemblant pas à une femme de Rohan, mais comme ressemblant à sa grand-mère gondorienne, Morwen de Lossarnach, qui est écrit comme Elfshin, c'est-à-dire avec la Elfie, là où Morwen, la mère de Turin, elle est qualifiée de Eledwen. Et quand elle est sur les remparts de Minas Tirith avec Faramir qui donne le manteau bleu de sa mère, de sa défunte mère, sa défunte mère, elle s'appelle Finduilas, comme la jeune fille elfe, fille de Rodrès, qui était amoureuse de Turin. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait coïncidence. I think not.